Questions israélo-palestiniennes, clés de compréhension, un programme d'information pour mieux connaître et comprendre la situation au Proche-Orient. Bonjour, nous avons conçu une série d'entretiens éclairants, clés de compréhension Israël-Palestine. Sur ce sujet particulièrement, on le sait, on est dans une période à la fois d'approximation, d'erreurs, d'ignorance aussi souvent, ignorance sur les enjeux historiques, géographiques, culturels aussi qui concernent Israël et la Palestine. Et on voit bien qu'à partir de là, il y a ouvert un champ pour des caricatures, des informations. Donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une référence académique. Merci Alain Dikoff d'être présent et de pouvoir nous éclairer sur ces enjeux à la fois complexes mais aussi déformés pour nous rappeler différentes choses concernant l'origine et les origines de la création de l'État d'Israël en particulier. C'est un sujet que vous connaissez bien, vous êtes professeur à Sciences Po, vous avez dirigé le CERI, le Centre d'études de recherche internationale de Sciences Po Paris, et puis vous êtes auteur de divers ouvrages de référence, dont celui-ci, Israël-Palestine, une guerre sans fin avec un point d'interrogation, signé Alain Dikoff. Merci d'être avec nous pour nous rappeler en fait le contexte qui de loin précédait la création de 1948 de l'État d'Israël, de loin, de très loin, puisqu'il y a ce fameux mouvement sioniste, le sionisme. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment peut-on le définir et où et quand ça a démarré ce sionisme? Alors, on peut peut-être commencer par le terme lui-même. Donc le terme sionisme vient de Sion. Sion, c'est une colline à Jérusalem, qu'on peut toujours voir d'ailleurs. Et de façon métaphorique, ça désigne Jérusalem dans son entièreté. Donc le isme, il est apparu dans les années 1880 en Europe, et en effet partant de cette idée de Sion, donc l'idée de Jérusalem. Le mouvement, pour le définir en quelques mots, il est assez simple. C'est un mouvement politique qui aspire à créer un foyer pour le peuple juif. On parlait de foyer. Voilà, le terme qui était utilisé, c'était en effet foyer. Donc ce mouvement, il est apparu dans les années 1880, en particulier en Europe de l'Est, avec des groupes qu'on appelait les Amants de Sion, et qui était une série de groupes qui ont commencé à émigrer en Palestine. Bon, des milliers de personnes, pas énormes. Il faut bien se rendre compte qu'il y avait des millions de juifs dans l'Empire tsariste. Donc là, on parle vraiment de très petits nombres, mais malgré tout, il y avait un mouvement de retour qui s'est amorcé dans ces années-là. Venant d'Europe de l'Est, de la Russie actuelle. Venant de la Russie actuelle, plus la Pologne actuelle qui n'existait pas, et d'une partie aussi de l'Europe centrale. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, on parle d'une époque où l'Est de l'Europe est en gros divisé entre deux empires, l'Empire austro-hongrois et l'Empire tsariste en fait, plus l'Allemagne qui commence à émerger et donc qui apparaît comme État en 1871. Donc ça c'est le contexte un peu général. Sachant, on peut en parler peut-être tout de suite, que la virulence de l'antisémitisme était telle, et avec les pogroms d'Europe de l'Est, dès le 19e siècle, ce qu'on a parfois oublié. Évidemment, ça c'est le point auquel j'arrivais. L'émergence de ce mouvement qui est, il faut le dire aussi, minoritaire dans le monde juif, à cette époque-là, très clairement, est quand même un mouvement qui est une réaction. Et réaction, en effet, à l'antisémitisme, en fait. C'est très clairement, on peut dire, à bien des égards, le sionisme est un mouvement qui cherche à constituer un refuge, en fait, national pour les Juifs. D'où le mot foyer, d'ailleurs. Absolument, c'est tout à fait ça. C'est très clair, et un des dirigeants du mouvement sioniste, qui s'appelait Max Nordau, et qui était un Juif allemand, avait lui-même parlé d'asile de nuit. Il fallait faire un asile de nuit pour les Juifs, donc où ils tellement l'impression de la nuit tomber sur l'Europe de l'Est. Oui, parce qu'il y avait ces mouvements d'antisémitisme qui se sont développés donc à partir de 1881-82. Et d'ailleurs, il y a un mot qui est apparu aussi à ce moment-là, qui est le mot pogrom,
qui veut dire détruire en russe, et qui était finalement la traduction de ce que certaines communautés juives de l'Empire tsariste vivaient, c'est-à-dire en effet des agressions physiques, des attaques dans ce qu'on appelait les shtetl, les petites villages ou les quartiers de certaines villes dans lesquels les juifs habitaient, et où souvent autour de fêtes religieuses orthodoxes, on peut penser par exemple à la période de Pâques, il y avait des attaques contre ces quartiers juifs. Des attaques et des massacres. Et bien sûr, attaques, ça voulait dire destruction de biens, mais aussi des personnes qui étaient tuées, très clairement. Oui. Alors, évidemment, beaucoup de juifs, il faut le dire, ont essayé de répondre à cette situation de façon individuelle, d'une façon assez classique, c'est-à-dire en migrant. Et ça explique aussi les vagues énormes de départ vers les États-Unis. La peur, la fuite vers les États-Unis, on cherche un petit peu ailleurs. Alors évidemment aussi ailleurs en Europe de l'Ouest, en particulier en Allemagne à ce moment-là, où il y a beaucoup de ce qu'on appelle les Ostjuden qui sont allés en Allemagne, et certains qui essayent de trouver aussi une réponse politique en fait, voilà, c'est ça. Alors, quand vous dites politique, il y avait déjà l'objectif d'un foyer étatisé ou... Disons, alors dans la réponse politique, c'est ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plusieurs types de réponses en fait. Le sionisme est une des réponses, mais pas la seule. Il y a des réponses qui sont aussi des formes de nationalisme juif qui émergent en Europe de l'Est, sans les citer tous, parce qu'il y en a eu beaucoup. Le plus important, c'était le bundisme, qui était un mouvement nationaliste juif, mais aussi socialiste. Et donc lui, sa réponse à cette violence de l'autocratie tsariste, c'était en fait qu'il faut que les juifs combattent à l'intérieur du mouvement social-démocrate russe pour évidemment mettre à bas le tsarisme et construire une Russie démocratique dans laquelle il y aurait une autonomie culturelle pour les juifs. D'accord. Ça, c'était leur objectif. Donc c'était un autre projet. C'était un autre projet qui n'était pas situé à l'actuel Israël, mais absolument qui participait qui était situé à la jeunesse du sionisme. Non, alors qui n'a pas participé à la jeunesse, mais qui est un projet concurrent, en fait. D'accord. Et qui, au départ, avait plus de troupes que le sionisme, à l'évidence. Mais c'était un projet qui était un projet où on ne bouge pas, en fait, si vous voulez, mais où on a quand même une autonomie culturelle nationale, donc une reconnaissance des Juifs comme peuple à part, mais qui n'est pas un projet stricto sensu politique, mais plutôt, comme je le disais, culturel. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que il y avait une concurrence de projets. Le sionisme, c'est une des réponses. Hein. Encore une fois, il faut pas rétrospectivement la considérer comme la seule réponse. Mais c'est pour des raisons historiques, celle qui a finalement fonctionné. Alors, justement, les raisons historiques, pour quelles raisons historiques plurielles ça a fonctionné? Ça s'est développé au début du XXe siècle. L'antisémitisme s'est développé aussi, on le sait ô combien, dans les années 20-30. Voilà, quelles ont été les grandes étapes? Alors, les grandes étapes, c'est... Là, je parlais des années 1880. Mais ce qui manquait au sionisme des années 1880, c'était un leader. Et ce leader, il apparaîtra un petit peu plus tard, au milieu des années 1890, il s'appelle Theodor Herzl. Oui. Bon. Donc lui, il avait un profil assez différent des Juifs d'Europe de l'Est qui se mobilisaient, qui étaient quand même, je dirais grosso modo, des Juifs qu'on pourrait qualifier de traditionalistes. Lui, c'est un Juif assimilé. Il vient de Vienne. Il est journaliste à Vienne. C'est tout à fait un autre profil. Et c'est un homme qui, au départ, pense que l'assimilation est possible, qui est quelque part même un militant de l'assimilation à certains égards. Mais il va se rendre compte, à la fois lors de son séjour à Paris, où il était correspondant de presse, pour un grand journal viennois, et où il va en effet assister à la condamnation du capitaine Dreyfus, donc ça va le marquer beaucoup. Et donc ça, on l'évoque souvent dans les histoires du sionisme, et on a raison de le faire, mais il ne faut pas oublier un autre élément qui est très important, comme je le disais, les Viennois. Et il y a énormément d'antisémitisme à Vienne à cette époque, à telle enseigne qu'un maire antisémite est élu. Dans ces années-là. Donc ça aussi, c'est un élément qui compte pour lui. Donc il se rend compte que quelque part, aussi bien dans le pays où il a grandi, il n'était pas né là parce qu'il est né à Budapest en fait, mais il a grandi là, donc dans ce pays, et en France où il a séjourné pendant plusieurs années, il parlait le français, hein, il se rend compte qu'il y a un problème. Et donc, il se rend compte du gros dérèglement qui peut emporter les esprits. Il pense, et c'est la raison d'être de ce qu'il va écrire en 1896, donc l'État des Juifs, le livre un peu manifeste du sionisme, il se rend compte finalement que l'assimilation est une impasse. Et donc il faut trouver une réponse. Pour lui, la réponse doit être une réponse nationale. Donc, en fait, de la même façon
que les Allemands ont fait l'unité de leur pays en 1870-71, que les Italiens l'ont fait au début des années 1860, que les Grecs l'ont fait tout au début du 19e siècle, que d'autres peuples d'Europe de l'Est vont le faire aussi, il faut aussi que les Juifs fassent la même chose, en fait. Voilà. Il y a un processus un peu d'imitation. Ce regard tourné vers le foyer, pour reprendre l'expression initiale, qui est le futur État d'Israël. Donc il faut faire un foyer. Il parle d'emblée d'État, puisque son texte fondateur, c'est l'État des Juifs, donc c'est très clair, il veut un État souverain. Mais en même temps neutre, donc un État... Avec quelle sensibilité par rapport à la fois à la croyance religieuse et par rapport au spectre des sensibilités non religieuses et politiques? Je dirais qu'il envisage cet État comme un État libéral, un petit peu comme l'Autriche qu'il connaissait. Alors, l'Autriche, c'était compliqué, puisque je l'ai dit, il y avait aussi un antisémitisme qui était existant, mais il y avait aussi une dimension de libéralisme politique qui était très fort. Donc, il y avait différents courants, évidemment. Donc, lui, il est clairement dans cette logique-là. Il veut un État libéral. Il veut aussi un État où les religieux, il le dit très clairement, seront confinés dans leur synagogue. Et il pense aussi que l'État sera un État, en fait, quasiment démilitarisé. D'accord. Donc plutôt pacifiste absolument, dans l'esprit. Absolument. Et qui apportera quelque part une sorte de bien-être général dans la région dans laquelle il se trouvera. Alors, ce qui contredit toutes les thèses qu'on entend ô combien déformatrices de la réalité du sionisme, qui serait quelque chose de belliqueux. En tous les cas, pas dès l'origine. Oui. Au contraire, dans l'origine, c'est plutôt une version tout à fait différente de l'État qu'il envisage, et un État aussi qui apporterait des bénéfices autour de lui, c'est-à-dire dans la région dans laquelle il serait situé, cette région étant en effet la Palestine, même s'il avait envisagé lui-même la possibilité de créer un État en Argentine. Ça, il faut le dire aussi, parce que pour lui, l'objectif principal, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est il faut sauver le peuple juif. En fait, c'est ça. Donc si on peut trouver quelque chose ailleurs, si la Palestine c'est trop compliqué, on pourra avoir l'Argentine. Bon. Finalement, assez vite, dès 1904, la date où il meurt très jeune, mais dès l'année suivante, 1905, il n'y a plus d'ambiguïté, le mouvement sioniste est dirigé sur la Palestine. Et donc là, sous mandat britannique, rappelons-le... Alors, mandat britannique après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre le décès de Théodore Herzl et la création de l'État d'Israël pour ce mouvement sioniste, sachant que, bien sûr, la montée du nazisme, la Deuxième Guerre mondiale, cette entreprise à échelle industrielle, l'extermination des Juifs, la Shoah, a évidemment déclenché et activé tout ce mouvement pour créer l'État d'Israël. Quelles sont les étapes entre ces deux moments? Évidemment, une étape très importante, c'est la Première Guerre mondiale. Parce qu'évidemment, elle va changer la donne dans le sens où l'Empire ottoman, qui gérait la Palestine, qui était intégré dans son empire, eh bien, il est vaincu, et l'Orient arabe est divisé entre les Anglais et les Français. Donc les Anglais vont hériter de ce qu'on va appeler la Palestine mandataire. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de très important. Et ces mêmes Anglais, en 1917, vont émettre une déclaration qui est la déclaration Balfour, qui, noir sur blanc, est un engagement, en fait, des Britanniques à œuvrer à la constitution d'un foyer national pour le peuple juif. C'est ça qui marquait dans... C'était l'expression, la constitution d'un foyer national pour les Juifs, voilà. Dans le cadre du mandat britannique. Dans le cadre du mandat qui va leur être donné par la Société des Nations en 1920. Donc ça, c'est une obligation, en quelque sorte, on pourrait dire contractuelle, auquel finalement la Grande-Bretagne, par laquelle elle se lie. Elle se lie. Alors évidemment, il faut quand même dire un mot, c'est que tout ça se fait sans consultation de la population locale. Donc ça, évidemment, ça va être une source de problème par la suite, comme on peut s'en douter. Ce qui était de coutume à l'époque. Absolument. On est dans l'ère du temps. Hein. On est quand même dans l'ère impériale. Oui. On est dans l'ère impériale. Des souverainetés, soit coloniales, soit de type mandataire pour les pays du Proche-Orient en particulier. Mais évidemment, le fait qu'il y ait ce mandat, ça va changer énormément de choses pour le mouvement sioniste, parce que ça veut dire, en fait, qu'il bénéficiait d'une reconnaissance internationale. Jusqu'alors, c'était une association de gens de bonne volonté que Herzl avait constituée, qui était d'ailleurs critiquée par d'autres juifs qui pensaient que c'était une idée complètement utopique et complètement à côté de la plaque, et qui avait besoin, quelque part, évidemment,
suffisamment de soutien. Et ça, Herzl l'avait compris très vite. Il savait très bien que ce projet ne pourrait pas fonctionner sans un soutien extérieur. Ça, il l'avait compris. Livré à lui-même, uniquement avec certains juifs qui se seraient mobilisés, il savait que ça ne mènerait à rien. Oui, ce qui s'est confirmé d'ailleurs après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc évidemment, le soutien britannique, dans le cadre du mandat, a été capital parce que ça a permis à ce qu'on appelle parfois un peu l'État en route de se mettre vraiment en branle. C'est-à-dire qu'il y a un peu une sorte de pré-État juif qui va se mettre en place entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale dans les années 1920-1930. Et est-ce qu'on peut dire que, évidemment, cette tragédie, cette horreur absolue de la Shoah a évidemment contribué ensuite à non seulement activer le mouvement sioniste en Europe, mais à déclencher un mouvement d'après-guerre qui a très vite été vers la constitution de l'État juif. Alors il y a eu deux phénomènes. C'est évidemment le génocide des Juifs. Déjà, il a une conséquence, c'est que quelque part, il valide l'analyse du sionisme, qui disait de toute façon la vie en diaspora n'est pas possible, il faut un foyer, il faut un État. Il a été encore moins possible évidemment, après ce qui s'est passé. Mais bien évidemment. Et en même temps, ça invalide aussi évidemment les autres options qui pouvaient encore exister, qui existaient avant la Deuxième Guerre mondiale. J'évoquais par exemple le bundisme, parce que évidemment cette option n'est plus possible non plus. Une partie des Juifs ont été massacrés, et puis l'Union soviétique, qui a été créée beaucoup plus tôt, puisque c'est 1917-1918, n'avait de toute façon laissé aucun espace à d'autres projets que le projet communiste. Donc évidemment le bundisme a aussi sombré définitivement, si je puis dire, après la avec un antisémitisme d'État d'ailleurs de l'Union soviétique par ailleurs. En plus. Mais, c'est là le mais, et ça c'est le deuxième aspect. Pourquoi finalement il y a eu un État d'Israël? Parce que après la guerre, évidemment, les grandes puissances de l'or, c'est-à-dire les États-Unis, qui commençaient à émerger vraiment comme grande puissance après la Deuxième Guerre, l'Union soviétique quand même, et les deux puissances qui étaient tout doucement sur le déclin, la France et la Grande-Bretagne, finalement sont d'accord avec quelques nuances près. Mais c'est surtout vrai des nouvelles puissances qui montent, c'est-à-dire de l'Union soviétique et des États-Unis. Ils sont d'accord sur l'idée qu'il faut un État pour les Juifs. Et là, il y a quand même quelque chose qui est assez unique dans la période de la post-1945, c'est que les États-Unis et l'Union soviétique, donc ils sont sur des projets idéologiques évidemment complètement différents, mais qui étaient quand même alliés dans la guerre, sont aussi alliés sur l'idée qu'il faut qu'il y ait un État pour les Juifs. Oui. Et donc il y a cette rencontre assez inédite, parce que c'est quand même convergence finalement. Cette convergence sur l'idée que il faut trouver une solution politique. On peut plus uniquement avoir laisser les choses se faire ou considérer que finalement il y aura les Juifs se trouveront des solutions individuelles. Bon, alors, certains émigreront, d'autres s'installeront dans tel pays. Non, il faut trouver une solution globale. Voilà, c'est ça l'idée. Il faut trouver une solution globale qui a été trouvée. Alors qui a été trouvée tant bien que mal. Il y a eu bien sûr du mal dans les combats et dans la période, mais entre 45 et 48. Qu'est-ce qui s'est passé du point de vue à la fois diplomatique, le rôle notamment du Royaume-Uni et l'aboutissement avec la résolution de l'ONU? Alors la Grande-Bretagne, pendant tout l'entre-deux-guerres, globalement, elle a assez fidèlement respecté le terme du mandat. Et en particulier sur l'idée qu'il fallait permettre l'immigration juive, etc., qui était d'autant plus importante dans les années 30, puisque, et ça il faut quand même l'évoquer ici, les Juifs allemands et autrichiens dans les années 30, 33 pour les Allemands et donc 38 pour les Autrichiens, beaucoup ont immigré en Palestine parce qu'ils ne pouvaient pas immigrer ailleurs non plus. Il n'y avait plus de possibilités. Donc là, l'idée de refuge, elle est confirmée, si vous voulez. Elle est confirmée. Donc, il n'y avait pas 36 refuges. Non. Surtout que certains qui étaient aussi en l'ensemble des refuges comme les États-Unis étaient fermés à partir des années 20 à l'immigration. Donc il n'y avait pas d'alternative non plus. Et donc ça validait aussi encore davantage évidemment tout le projet sioniste. Et donc c'est vrai que il y a d'ailleurs une question qui va se poser après la guerre, c'est la question de ce qu'on appelait les personnes déplacées. En fait, les rescapés du génocide qui ne savaient pas où aller. Évidemment, il était hors de question qu'ils retournent en Pologne ou en Roumanie. Comme d'autres pays n'étaient pas prêts à les accueillir, il y avait que la Palestine.
Ça a été un phénomène relativement important quand même, hein, de bateaux qui sont partis en général d'Allemagne ou d'Italie, hein, avec des réfugiés et qui sont arrivés sur les côtes dont le fameux Exodus Palestine à partir de 45, dès 45 en fait, 46 et encore plus évidemment après 1948 quand l'État en tant que tel a existé, même s'il est entré tout de suite dans une période de conflit, de guerre. Et toutes ces personnes étant dans l'Exode ont rejoint finalement des migrants précédents juifs absolument. Qui ont fait qu'il y a eu un courant finalement qui s'est accéléré pendant quelques années. La résolution de l'ONU, finalement, est-ce qu'on peut dire que ça entérine une situation de fait? Comment ça s'est passé? Alors il y a un peu de ça, oui. Je pense que oui, tout à fait. Est-ce que le consensus était si général que ça, du point de vue des États? Oui. Alors la résolution de partage, d'abord, c'est le 29 novembre 1947. Donc qui partage la Palestine mandataire en deux États, un État juif et un État arabe avec Jérusalem comme zone internationale. Donc c'est une résolution dont l'adoption n'était pas acquise en fait, si vous regardez le décompte des voix, mais qui finalement a été acquise aux 2/3. Hein, aux 2/3 des membres des Nations Unies de l'époque. De l'époque évidemment. Et donc ça a été une confirmation, ça a été la reconnaissance finalement ultime de la légitimité donnée par la communauté internationale. À l'évidence. Donc c'était un atout énorme pour le mouvement sioniste. Parce qu'il avait eu la légitimité britannique par le mandat, mais il n'avait pas la reconnaissance internationale. Là, il l'obtient. Donc ça, c'est évidemment une carte importante. Et Ben Gourion en particulier, le chef de l'agence juive, se rend compte évidemment que c'est une occasion à saisir. Il n'y aura pas une deuxième proposition de ce même type. Donc Ben Gourion, celui qui finalement, dans le sillage de Théodore Herzl, a été l'homme de la mise en pratique de la constitution de l'État d'Israël. Oui, avec quand même un autre nom que je veux citer, qu'on oublie trop souvent, mais même s'il a donné son nom à beaucoup de boulevards aussi en Israël, c'est Chaim Weizmann, qui était l'homme du sionisme à l'extérieur. Donc Ben Gourion était sur place, était en Palestine. Weizmann, il a été pendant presque toute la période à Londres et un petit peu plus tard aussi aux États-Unis. Et il est très clair que par l'action qu'il a eue, diplomatique qu'il a eue, il a eu un rôle aussi tout à fait capital. Et c'est pas pour rien qu'il a finalement été le premier président de l'État nouvellement né. Est-ce que vous pouvez préciser que vous avez évoqué, à savoir cette proposition initiale de partage, qui est quand même le grand sujet qui a fait non seulement polémique, mais conflit et guerre dans les décennies qui ont suivi entre les Israéliens et les Palestiniens notamment, et les États de la région. Mais quels étaient les termes de cette idée de partage à l'époque de 1948 ? Alors, l'idée de partage, elle émerge en fait pour la première fois en 1937. Parce que toute la période de l'entre-deux-guerres en Palestine et surtout à compter de la fin des années 1920, elle est marquée par des troubles récurrents entre juifs et arabes. Parce qu'évidemment, la population arabe n'est pas favorable au projet sioniste, le combat. Donc, dès les années 30, dès le départ en fait. Dès le départ. Et les cohabitations étaient... Simplement dans les années 20, ça a été plus calme. À partir de 1929, ça devient plus violent et les Britanniques sont un peu là pour essayer d'arbitrer autant que faire se peut, mais bon, avec quand même de plus en plus de difficultés, d'où l'idée qu'ils mettent en avant pour la première fois en 1937, qui dans un plan qui va être le plan Peel, c'est le partage. Donc l'idée qu'il faut partager la Palestine mandataire en deux, et ce partage de 1937, il va être accepté par une majorité du mouvement sioniste et rejeté par la quasi-totalité des acteurs du côté palestinien qui considèrent que c'est injuste. Voilà, bon bref. Donc ce partage de toute façon, il n'est pas mis en œuvre, mais l'idée elle émerge. Et en fait c'est une idée qui va être reprise par l'ONU lors des discussions sur le devenir du mandat de Palestine, parce qu'après la Deuxième Guerre, dans le fond, la Grande-Bretagne qui a certes été parmi les vainqueurs, mais qui en même temps a payé un prix très lourd et va commencer tout doucement à décliner d'un point de vue international, elle ne veut plus évidemment gérer les diverses colonies au mandat qu'elle a. Donc c'est pour ça qu'elle va évidemment aussi se débarrasser, si je puis dire, de l'Inde, et c'est la même chose de la Palestine, elle ne veut plus la gérer. Donc en gros, elle remet le dossier aux Nations Unies et qui doivent en fait trouver une solution. Et la solution qu'il va adopter à la majorité, parce qu'il y a une autre solution qui va être présentée à ce moment-là, qui est la solution fédérale, c'est-à-dire un seul État avec les deux communautés. Ça, c'est une position qui va être adoptée par une minorité de membres aux Nations Unies. La majorité
majorité va opter pour le partage, qui va donc être celui plébiscité, on peut dire un petit peu, par l'Assemblée générale des Nations unies en novembre 1947. On voit bien que les contours de ce partage sont non seulement en débat, mais en confrontation, évidemment, sur la scène internationale aujourd'hui. Mais merci beaucoup de nous avoir rappelé que, finalement, l'histoire de la création d'Israël, ça ne se passe pas en quelques années. C'est le produit d'une longue histoire, sans parler de la présence multiséculaire des Juifs en terre d'Israël d'aujourd'hui. Et donc, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces enjeux, sur ces étapes, sur les difficultés aussi qui ont été rencontrées, sur ces combats, parce qu'il y a eu des combats aussi au moment de la création d'État d'Israël pour le mettre sur pied, et puis de ce partage qui est toujours en suspens dans le débat public. Je rappelle votre ouvrage, l'un de vos ouvrages, hein, Israël-Palestine, une guerre sans fin, point d'interrogation. On espère que l'interrogation va s'appuyer sur des résolutions de ces conflits. En tout cas, il y a 25 questions décisives que vous évoquez dans cet ouvrage, Alain Dickhoff. Merci beaucoup pour votre présence et votre éclairage pour ces sujets si compliqués qui font l'objet d'instrumentalisation, comme on le sait. Merci beaucoup et à bientôt.